Grande Gueule, RMC, RMC Story dans le grand oral d'IGG, le député François Ruffin, député de la Somme, la France Insoumise, qui revient avec un film. Ça s'appelle Je veux du soleil, à la rencontre des gilets jaunes, des laissés pour compte, des petites gens qui ont décidé de mettre un gilet jaune et surtout de faire entendre une voix que l'on n'entend pas. Avant de donner la parole, Zora, justement, extrait de nouveau de ces Français qui ont décidé de se retrouver sur les ronds-points et de vous parler, de parler d'eux et de leur précarité, de leurs conditions sociales. Moi, quand j'ai commencé à travailler en 2004, je m'en sortais bien mieux que maintenant. Petit à petit, je me suis retrouvé à faire des missions intérim, de plus en plus rarement, parce qu'il y en avait de moins en moins. Et petit à petit, j'ai vu mon niveau de vie baisser. J'en suis même arrivé à... Maintenant, j'ai même plus d'appartement, je vis sur un terrain dans une caravane. Donc, à la base, j'ai un bac électronique, j'ai jamais trouvé de travail là-dedans. J'ai passé un CAP de charpente pour me reformer dans autre chose. Et puis, j'ai pas trouvé non plus d'emploi en charpente. Donc, j'ai été embauché en maçonnerie. Et puis, la boîte a eu du mal. Donc, j'ai été licencié avec d'autres. Et puis, mission intérim après mission intérim. Et la descente, petit à petit, la descente aux enfers, quoi. T'as presque trouvé du boulot avec le... Oui, en fait, j'ai rencontré donc, un artisan qui a une entreprise justement de couverture. J'invite tout le monde à venir sur les points de rassemblement. Ça marche beaucoup mieux que le Pôle emploi ou que les sites. Il y a aussi un message aussi d'harmonie entre les gens. On aimerait pouvoir vivre d'une façon plus heureuse, en s'entendant mieux, en se comprenant mieux, et en se parlant tout simplement. Un témoignage de cette fraternité des Gilets jaunes. On a une Gilet jaune de la première heure ici, hein, Zora Habitant. Oui, oui, je suis toujours d'ailleurs. Alors moi j'ai été évidemment très très touchée par votre film parce que j'ai fait une lecture de cœur, j'ai fait une lecture qui m'a rappelé aussi des souvenirs dans ma vie. Moi je sais ce que c'est la pauvreté. Je l'ai connue dans ma vie avec mes parents, mais je l'ai connue aussi en tant que maman et très longtemps. Donc c'est vrai que j'ai pas regardé le film de François Ruffin, j'ai pas regardé le film de la France Insoumise. Je suis désolée pour les gens qui me connaissent. Moi je suis plutôt quelqu'un de libéral, plutôt à droite, mais n'empêche que j'aime les gens et que la vraie question aujourd'hui, la véritable question, c'est de pas savoir qui récupère, de pas savoir s'il n'y a pas 10% d'antisémites dans les gilets jaunes, de pas savoir pourquoi. Ça m'intéresse pas, même si ça existe et même si je le condamne et même si c'est une réalité. Et on va pas me dire à moi que je serai éventuellement antisémite ou quoi que ce soit. N'empêche que c'est insupportable dans ce pays de voir que des gens mangent pas. C'est insupportable de savoir qu'il y a 550 personnes qui meurent dans la rue. C'est quand même insupportable de voir que des enfants n'ont pas quelque chose dans leurs assiettes en rentrant de l'école et que pour les goûter, eh ben, ils regardent leurs copains manger. Je fais pas de politique, je suis nulle part, mais n'empêche que quand je suis quand même une citoyenne, quand les gens sont heureux, ça rejaillit sur l'ensemble de la société. Et puis qu'est-ce qu'on a appris dans ce film? Qu'il y a des gens qui d'un seul coup faisaient de l'éducation civique, ils vont voir comment ça fonctionne un pays, et puis il y en a d'autres pour qui la fraternité, tout d'un coup c'est devenu quelque chose de réel. Et puis quand certains parlent des belles choses, quand on dit que le beau, l'art, etc., ça fait partie aussi des choses auxquelles on a droit. Mais moi, ça me parle à 1000%. Alors, on va dire, j'ai pas pleuré en regardant votre film, mais presque, parce qu'il y a une partie de mon entourage, il y a une partie de ma vie, oui, et puis si le président de la République est pas complètement responsable, et il en est loin d'être responsable, parce que ça fait quand même 40 ans qu'on a construit cette société, n'empêche qu'il est là aujourd'hui, il est président, et qu'il lui incombe à lui de nous sortir de tout ça. C'est pas le problème, on va pas l'accuser de tout, mais aujourd'hui, il sait ça, il l'a écrit d'ailleurs dans son film, dans son livre Révolution, il lui incombe aujourd'hui. Ce qui pèse sur ses épaules, c'est que nous n'assistions plus à ça. C'est ça le vrai défi qu'il a. C'est pas de lui, je crois qu'il va falloir arrêter de l'accuser et il va falloir lui demander de réparer, puisqu'il est le président du Nouveau Monde, le président qui est meilleur que les autres, qui a fait un attelage qui devait mettre tout le monde d'accord. On ne doit plus aujourd'hui avoir des gens qui ne mangent pas. Voilà, c'était... C'est ce que dit votre film. Mon petit message. Oui, enfin moi j'apprécie que vous l'ayez regardé comme un film. Moi je le fais pas comme député de la France Insoumise. Au contraire, c'est peut-être le moment où je prends mon écharpe, je la jette et je pars rencontrer les gens comme je l'ai toujours fait depuis 20 ans que je suis reporter. Et voilà, et en réalisateur, c'est-à-dire en artiste.
sans vouloir se la péter, mais voilà, avec des choix de musique, avec des choix de sortir des ronds-points, pas rester sur les ronds-points, mais aller voir les gens chez eux, proposer des extraits d'autres œuvres, de l'an 01 et ainsi de suite, et avoir des apartés en effet inattendus sur la beauté qui doit pas être réservée aux plus riches de ce pays, et puis les autres, eh ben, ils vivent dans des cages à lapins au milieu de Décathlon et Gémeaux, quoi. Donc voilà, il faut pas que... Bon, et en effet, j'apprécie votre regard. Moi, je fais des films qui s'adressent à tout le monde. Je cherche pas à m'adresser à un micro-public. Je veux que tout le monde puisse aller le voir. C'est pas une mise en scène de la pauvreté, quand même. Une mise en scène de la pauvreté avec le qui est forcé. Mais j'ai pas dit qu'elle n'existait pas. Oui, j'ai dit la mise en scène avec simplement le camp. Là, je vous montre le camp du bien. Et si vous n'acquiescez pas, vous êtes forcément dans le camp du mal. C'est pas manichéen, du coup, François Ruffin. Moi, je suis pour. Enfin, d'abord, c'est pas. Il y a de la mise en scène. C'est un film. Alors, vous dire qu'on fait un film sans mise en scène, même un documentaire, c'est quelque chose où il y a de la mise en scène. Un montage, c'est déjà une prise. Voilà, et c'est là-dedans que s'exprime l'artiste. Excusez-moi, mais je prétends à aucune objectivité. Je prétends à aucune neutralité. Mais je pense qu'aucun journaliste honnête ne peut prétendre à l'objectivité, à la neutralité. Moi, la seule chose à laquelle je prétends, c'est une subjectivité assumée. J'ai une subjectivité. Je vous dis, je ne suis pas allé en rendre compte des gilets jaunes. J'ai trouvé là les gens que je rencontre depuis 20 ans et qui, pour un coup, venaient se livrer parce qu'on était dans un temps de libération de la parole. Eh ben, je prends et je donne à voir en essayant de sonner une alerte et que une trace qui soit conservée dans l'histoire de ça. Et ça soit ces visages, c'est Natacha, c'est Cindy, mais dans lesquels on peut retrouver chacun dans nos entourages des dizaines et des milliers de Cindy, quoi. Maxime Yeddo. Contrairement à Zora, je n'ai pas pu malheureusement m'empêcher de décoller votre image de député, parce que je me suis dit, on a François Ruffin, pour être honnête, avec lequel j'apprécie quand même pas mal de positions, notamment économiques, mais maintenant je me dis, est-ce que le rôle du député est finalement de quitter son écharpe pour en fait faire un constat que de plus en plus on sait faire sur les plateaux, qu'on lit dans les livres, qu'on lit dans les journaux. Est-ce que le rôle d'un député n'est pas finalement d'aller sur le terrain, certes, mais de trouver des solutions et puis d'être constructif, de pas seulement dire regardez, il y a des gilets jaunes sur des ronds-points, mais de dire il y a des gilets jaunes, voilà comment on va s'en sortir. Parce que oui, évidemment que cette politique elle est en échec, mais vous, qu'est-ce que vous proposez pour sortir ces gens de la misère? Alors, la première chose, c'est que je le dis, je le fais, ce film, non pas comme député, mais comme reporter et comme artiste. Et il y a des moments, ça fait du bien de pas qu'on vous plaque la seule étiquette de député tout le temps. Ensuite, moi, j'ai des propositions à faire en dehors du film. Par exemple, dans le film, on rencontre énormément d'auxiliaires de vie sociale. Des personnes qui s'occupent des personnes âgées et qui sont aujourd'hui sous le seuil de pauvreté, qui vivent avec 800 € par mois, sous des statuts extrêmement précaires, par exemple de mandataire, où c'est la personne âgée elle-même, parfois grabataire, qui est l'employeur, et que ça mène à des désastres. Bon, eh bien, moi je suis, et ça fait longtemps que je le réclame, pour un service public des métiers du tendre, j'appelle ça, c'est-à-dire auxiliaire de vie sociale, assistante maternelle, animateur du périscolaire, voilà, tout ça, aide à la personne. Mais moi, j'appelle ça les métiers du tendre, les métiers du lien. Et je pense que c'est un service à rendre à 2 millions de femmes, parce que à 85%, ce sont les emplois féminins. C'est le public qui doit s'en occuper. Et je pense c'est le service public. Aujourd'hui, c'est le service public qui s'en occupe mal, en prenant des bouts de ficelle. Voilà. Et je pense qu'il nous faut maintenant, de la même manière qu'on a un service public de l'éducation nationale construit par Jules Ferry, il nous faut aller vers un service public national du tendre. Vous sortez 2 millions de personnes de la pauvreté, donc c'est une mesure sociale. Il va falloir augmenter les impôts pour ça. Mais il va falloir augmenter des dépenses. Certains impôts, et peut-être, ne serait-ce que sur ces métiers-là. Sur ces métiers-là, il suffit, par exemple, il y a 7 milliards qui sont consacrés à des niches fiscales en la matière et qui sont en fait, qui fonctionnent pas. Eh ben, vous prenez ces 7 milliards-là, déjà, vous pouvez faire quelque chose. C'est une mesure féministe, évidemment, parce que la plupart, 85%, c'est un emploi féminin. Et c'est une mesure qui est pour moi écologique. Pourquoi ? Parce qu'on met le symbole. On met un symbole qui est aujourd'hui ce qui compte dans la société, c'est le lien plus que les biens. Et que les métiers qui tiennent aux liens, aux relations, on va les valoriser, alors qu'aujourd'hui, dans notre société, ce sont des métiers qui sont dévalorisés. Oui, mais ce que vous proposez, c'est des choses qu'on fait depuis... Si vous dites qu'il faut plus de fonctionnaires pour s'occuper... Mais finalement, ce que vous proposez, c'est des recettes qui sont déjà en place dans un état-providence qu'est la France, qui malheureusement est un peu à bout de souffle et qui crée du mécontentement, parce qu'effectivement, on demande de plus en plus aux gens de participer via les impôts pour des services qui semblent de moins en moins satisfaire
vers le client en quelque sorte, c'est-à-dire les Français. Ce que vous proposez, c'est de rajouter du service public, rajouter finalement de la masse salariale, sans vous poser la question quelle est l'efficacité, est-ce que c'est utile, est-ce que ça sera bien fait. Vous parlez d'éducation nationale, aujourd'hui on s'en plaint, dans tous les classements on baisse, l'éducation nationale n'est plus capable de permettre à des enfants d'ouvriers d'essayer d'accéder aux grandes écoles. Il y a moins d'enfants d'ouvriers aujourd'hui en 2019 à Polytechnique. Vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec ma solution. Vous avez le droit. C'est le prolongement de notre système en pire. Non, c'est pas le prolongement de notre système, puisque depuis 30 ans, on est dans un abandon régulier, dans un effritement du service public. C'est faux, il n'y a jamais eu autant de fonctionnaires. Dans un effritement du service public. Et en l'occurrence, c'est faux. Moi, je vous parle. Vous voyez, on me demande si j'ai quelque chose à proposer pour, à l'intérieur du film, on a Carole qui est dans cette situation, on a Marie qui est dans cette situation, on a Corinne qui est dans cette situation. Je réponds et je réponds que, en l'occurrence, sur ce champ-là, on n'a rien fait. On a laissé faire le marché et on a mis des petits pansements à droite à gauche. Ce qui fait qu'on vit dans un pays où je pense que ce sont les métiers les plus précieux qui s'occupent de nos bébés, qui s'occupent de nos enfants, qui s'occupent des personnes handicapées, qui s'occupent des personnes âgées, qui vivent aujourd'hui dans la galère et qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc voilà, j'ai, par exemple, sur ce volet-là, une mesure très concrète à proposer. Mais encore une fois, je ne le propose pas à l'intérieur du film. Le film se veut en effet un constat avec les gens qui parlent aussi de eux ce qu'ils souhaiteraient. C'est juste pour montrer, constater. Non, montrer un contraste aussi quand même. Quand on a Serge par exemple qui est en CDI intérimaire depuis 8 ans chez ID Logistique, filiale de Mullier, et qu'on a Mullier qui en même temps s'évade, ou s'optimise fiscalement à Malte, il y a quand même un contraste qui est frappant. Et on se dit qu'on est dans un pays qui est assez riche pour que ces problèmes soient résolus. Moi, par exemple, l'endroit le plus moche que tu décris, il est plus beau que la banlieue où je vis. Et moi, je trouve que vous êtes passé complètement, toi et les Gilets jaunes, alors à côté de la banlieue. Et notamment, il faut savoir que les pauvres sont plus en ville et plus en centre-ville qu'ailleurs, en France. Si, ce sont les chiffres. Et je trouve que, d'abord, il y a eu un grand mépris pour la ville et il y a eu un grand mépris pour la banlieue au départ. Alors maintenant, je sais que c'est un peu calmé, mais au début, j'ai ressenti ça. Comment t'expliques que finalement, ça s'est pas connecté et que finalement, on a été vers ce qu'on a appelé les territoires, je sais pas ce que ça veut dire, plutôt que vers cette banlieue qui souffre énormément. C'est pas où on a été, c'est où est-ce c'est pas où est-ce qu'on a été, c'est où est-ce que ça s'est réveillé. Ça s'est réveillé. Alors, ça s'est réveillé dans les territoires, dans les zones rurales, périurbaines et ainsi de suite. Peut-être parce qu'au départ, c'était lié au gasoil, à l'automobile, au coût que ça induisait et que ça produisait ça de manière beaucoup plus directe. C'est vrai que moi, je pense que c'est un problème pour nous. Pour la gauche, je suis de gauche. Là, c'est en dehors du film. Je viens plaquer un discours, mais c'est un problème. Nous avons, face à une oligarchie qui est extrêmement puissante, nous avons à constituer un bloc historique. Et ce bloc historique, il faut qu'il y ait les classes populaires des zones rurales blanches, on va dire, et qui est les classes populaires des banlieues d'origine immigrée. Il faut qu'il y ait l'extrême droite et l'extrême gauche ? Non, mais je ne me place pas là sur le plan politique, je me place sur le plan social. Je vous explique le bloc historique que nous avons constitué, et de fait, il y a un divorce qui s'est établi depuis des décennies. Que la gauche a bien entretenu. Oui, que les Gilets jaunes ont continué. Voilà, il y a un divorce qui s'est établi. Ils n'ont pas continué, c'était de fait. Depuis des décennies, et c'est évidemment quelque chose qu'il nous faut résoudre, et ça ne va pas se faire en un jour, quoi. Et la police, c'est l'ennemi, parce que c'est ce que vous montrez dans le film. La police, elle tabasse, elle fracasse, et c'est l'ennemi. Non, la police n'est pas du tout l'ennemi. Maintenant, elle est dans cette affaire-là, elle est le bras armé du pouvoir. C'est son rôle, c'est sa fonction. Elle l'a rempli. Quand Emmanuel Macron et son ministre de l'Intérieur disent qu'il faut aller détruire le portrait de Marcel à Dions, puisqu'il y a une toile qui a été réalisée en 4x3. La police ne s'est pas contentée de prendre le portrait, elle l'a brisé, elle l'a brûlé, et le portrait a été retrouvé à la décharge. Maintenant, on a eu des gilets jaunes qui ont quand même transpercé la porte d'un ministère avec un transpalette. Voilà, vous mettez dans le film. Je ne m'en prends pas à la police, je dis juste, c'est le bras armé du pouvoir. Le pouvoir lui demande ça. Moi, aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est aller vers une désescalade. Et pour ça, il faut que le chef de l'État se pose en médiateur, en négociateur. Il faut qu'il y ait des discussions. Les Black Blocs ? Il faut qu'il y ait des discussions autour
de choses. Le chef de l'État fait comme si on comprenait rien, que c'était confus, qu'il y avait vraiment des. C'est faux. Non, mais il y a eu un grand débat là. Non, mais il y a un grand débat. Il y a un grand débat pour passer. C'est une manière de. C'est passé des choses quand même depuis 4 mois. C'est une manière de noyer le poisson. On va en sortir avec 17 496 mesures. Vous en savez rien. D'accord, mais vous êtes en procès d'intention. Mais non, je fais pas un procès d'intention. Ah bon. Déjà, quand vous avez un truc qui dure, vous avez un conflit qui est ouvert, et vous dites on va attendre 3 mois, 4 mois, on va faire discuter tout le pays. C'est une manière de conduire. Les gilets jaunes, c'est une manière de conduire à l'usure. Non, mais les gilets jaunes qui sont encore dans la rue, déjà, ça provoque quand même beaucoup de violence et de casse. Alors, je veux bien que ce soit la police qui soit responsable. J'ai pas dit ça. C'est sur les Champs-Élysées. C'est pas les policiers qui ont dégradé et abîmé les Mais commerces. moi, ce que je vous dis, c'est aujourd'hui, quelle est l'issue pour aller vers une sortie de crise? Et l'issue pour aller vers une sortie de crise. Ça change rien, les Black Blocs. Mais si, mais bien sûr que si. S'il n'y a plus d'appui populaire, ça se désagrégera. Mais aujourd'hui, pour aller vers une sortie de crise, il faut qu'il y ait une négociation. Et moi, je pense à une négociation sur 4 points. Une négociation de. Il faut qu'Emmanuel Macron avance. Il faut que Emmanuel Macron avance sur des points précis qui reviennent de rond-point en rond-point et de semaine en semaine, en faisant pas comme s'il comprenait rien. Les 4 points. Avec qui vous négociez? Les 4 poins. Vous avez une demande sociale, c'est la TVA à 0% sur les produits de première nécessité. Je la prends par midote, mais voilà. Vous avez une demande fiscale, c'est le retour de l'impôt de solidarité sur la fortune. Vous avez une demande démocratique, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Vous avez une demande de justice, c'est l'amnistie des Gilets jaunes. Si jamais le pouvoir avançait sur ces points-là, je suis sûr qu'on irait vers une désescalade et qu'on irait vers une sortie de crise qui serait positive pour tout le monde. Merci François Ruffin d'être passé par le Grand Oral des GG. Le film s'appelle Je veux du soleil. Il sort demain sur les écrans. Sur tous les écrans, combien de On a quand même 140 salles en France, qui est quand même pas mal. Donc a priori, vous avez moyen de le voir pas trop loin de chez vous. Y compris les grands circuits, genre Gaumont-Pâté. Il y en a quelques-uns. C'est beaucoup du cinéma indépendant, mais enfin vous avez quand même un paquet de salles. Voilà. Je veux du soleil. Vous n'êtes pas tout seul dans le documentaire. Non, c'est un documentaire réalisé avec Gilles Perret et aussi avec des tas de petites mains, la monteuse Cécile Dubois, et qui ont œuvré à ce que ce film puisse être monté et montré aussi vite et qu'il puisse servir d'un outil d'intervention dans un printemps que j'espère florissant. Merci François Ruffin. Je veux du soleil en salle à partir de demain. On enchaîne avec le GG et vous, s'il vous plaît. RMC, les grandes gueules, les GG et vous. GG et vous, monsieur Daniel, je vous en prie, asseyez-vous, retraité des assurances. Daniel, que l'on voyait beaucoup bouger pendant ces heures d'émission, ces 3 heures de GG, et vous voulez reparler, mon cher Daniel, notamment des retraités, des seniors. On va réécouter notre discussion de tout à l'heure quand on évoquait la visite médicale obligatoire pour les conducteurs. C'est une proposition de loi. Ces retraités vont voir leur médecin régulièrement. C'est une population qui va régulièrement voir le médecin. Donc, c'est au médecin de faire son rôle. Mais l'idée d'imposer à tout le monde à partir de 70 ans, c'est une mesure de sécurité publique. C'est humiliant. Non mais attends, on est dans un monde de fous. On cherche des poux à un type de 72 ans qui visiblement roule. Mais non, mais c'est toi, Maxime, t'as un problème avec les vieux. Mais tu sais, un jour tu seras vieux aussi. Salaud. Monsieur Daniel, allez-y alors. C'est avec Maxime, avec Olivier, avec qui voulez-vous reparler? Oui, je ne veux pas dire que je suis complètement en désaccord avec ce que disait Olivier, mais comme moi j'ai 72 ans aussi, comme la personne dont on parlait. J'ai passé 42 années de ma carrière dans un grand groupe d'assurance et j'ai notamment, pendant cette activité professionnelle, je vais désolé pour vous, mais j'ai commencé à 14 ans. Un point commun. Allez-y. J'ai été pendant quelques années régleur de sinistres automobiles et je me suis posé au cours de cette question, ça fait quand même 16 ans que j'ai quitté le métier, donc ça a peut-être un peu changé depuis. Mais moi, je dis que c'est pas une question d'âge, les problèmes avec l'automobile, c'est une question de comportement, et essentiellement. Alors, je laisse de côté la qualité du réseau routier, etc., qui est un autre problème, et je rejoindrai ce que disait Zora tout à l'heure, c'est arrêtons d'opposer les âges, etc. Sur ce problème très précis, c'est un problème de comportement. Et moi, je rejoindrai ce que vous disiez en abaissant l'âge de ce contrôle médical, comme on le fait pour les routiers. Tout simplement. Je crois que les routiers, c'est à partir de 40 ans. 50 ans. Ça évitera que l'on ait des guerres d'âge, de guerre contre les jeunes, les vieux. Parce qu'il y a un problème dont on ne parle pas, c'est aussi celui des jeunes conducteurs. Qui viennent d'avoir leur permis. Et moi, je suis bien placé pour vous dire comment on les assassine aujourd'hui. On ne fait pas confiance aux jeunes. Jamais. Voilà.
Bah, tu vois, vous avez des primes qui sont exorbitantes et ça produit quoi? Ça produit au moins 5% du marché qui roule sans assurance. Tu vois, Daniel, il veut réunir, comment tandis que toi, tu opposes, mon cher Maxime. Mais au contraire, non, les personnes âgées ont cru que je voulais opposer. Or, je pense à leur bien en leur tentant d'imposer une visite médicale pour que justement, comme le précise très gentiment ce monsieur, que justement, ils ne soient pas en danger sur la route. Je pense à eux, mais voilà, mais les retraités, j'y tiens, il y a une petite place dans mon cœur. On voit que tu es étudiant pour essayer de te rattraper. Il essaie de se rattraper. C'est des années de métier. Non, mais moi simplement, je pense quand même que ça reste assez humiliant de dire à une personne vous êtes trop vieille pour conduire, donc il faut le dire sur la base effectivement d'éléments concrets, objectifs, et puis surtout j'aimerais bien savoir si dans les pays où on a mis en place cette visite obligatoire, est-ce que ça marche véritablement? Je trouvais que la députée que nous avions, qui est plutôt courageuse parce que c'est très impopulaire comme mesure, l'électorat âgé est important, mais elle n'avait pas de réponse concrète, donc je suis assez sceptique parce que je me mets à la place d'une personne qui a 70 ans, c'est assez humiliant d'imaginer qu'il faut tous les 5 ans passer devant le médecin pour obtenir son coup de tampon pour pouvoir continuer à conduire, sachant que les personnes âgées ne sont pas celles qui provoquent les accidents les plus mortels et les plus graves. Voilà, et ça vous le savez parce que vous avez été assureur. Maxime, mais non, mais c'est ça, c'est juste une mesure de sécurité publique. Voilà. Monsieur Daniel, je crois qu'il faut pas oublier quand même que dans les personnes plus jeunes, il y a des pathologies aussi qui doivent être, bien sûr, notamment doivent être surveillées parce qu'elles sont aussi sujets à problème au niveau de la conduite des véhicules. T-shirt des GG pour le camarade Daniel. Merci d'avoir repris la parole avec les GG. Suite du GG, vous dans un instant. RMC, 9h midi, les grandes gueules.